Après la Coupe du Monde de Léo Gang, j'étais comme un ouf. J'étais ultra motivé et j'étais à fond, tu vois. À fond, il n'y avait rien qui pouvait m'arrêter. Peut-être un poil trop à fond. J'avais fait la trage une première fois, c'était passé nickel. Et deuxième fois, j'arrive serein, je tire. Et au moment où je tire, je pars en avant et j'atterris en fait la tête dans le talus en face. Comme par réflexe, tu vois, je me mets debout, j'enlève mon casque et je mets les bras en l'air pour récupérer mon souffle, tu vois. Et petit à petit, je sentais que mes jambes tombaient sur le côté sans que je puisse les retenir. Et je me suis réveillé en soins intensifs avec des bips de partout, branchés dans tous les sens. Il y a un premier docteur qui vient me voir, qui m'explique un peu ce qui s'est passé et qui me dit que je pouvais plus remarcher. Il m'explique en gros que je me suis fracturé des vertèbres, la moelle épinière a été touchée et que je suis paralysé à 100%, quoi. Il y a plus rien qui se passe. Et de là, tu te poses plein de questions, hein. Tu te demandes ce qui se passe, pourquoi moi, qu'est-ce qui m'arrive. Dès cet instant, je peux pas l'accepter, je l'accepte pas et je me dis ok, maintenant c'est mon combat, c'est mon podium, je veux gagner et récupérer mes jambes et remonter sur mon vélo. C'était à partir de ce moment-là, j'avais que ça en tête. Bonjour et bienvenue dans En roue libre. En roue libre, c'est l'émission qui nourrit votre passion du vélo. Je suis convaincu que le vélo transforme des vies, c'est pourquoi j'invite à mon micro des invités inspirants, des athlètes, des champions, des entrepreneurs et des ingénieurs d'hier et d'aujourd'hui pour des échanges approfondis afin de faire grandir votre passion du vélo. Avec En roue libre, je travaille à rendre le vélo passionnant pour les pratiquants et avec Line, l'agence conseil spécialisée dans l'industrie du cycle que je dirige, j'aide les entreprises à y lancer des projets et à y prospérer. En faisant ça, mon intention est que le plus de monde possible découvre comment la passion du vélo peut changer des vies pour le meilleur et se mettre au vélo. Je suis Antoine Taillefer et vous êtes En roue libre. Yanis Pelé est pilote professionnel, aventurier à VTT et réalisateur de films. Il existe un dicton qui dit que notre deuxième vie commence quand on comprend qu'on n'en a qu'une. Et dans le cas de Yanis, cette deuxième vie est arrivée un peu plus tôt que prévu, lorsqu'en ce mois de juillet 2016, alors âgé de 17 ans, il sort de la trace sur une course de VTT de descente, chute la tête la première dans un talus, se fracture 2 vertèbres et perd l'usage de ses jambes. Le diagnostic des médecins est alors implacable, il est paraplégique et on lui conseille de se résoudre à passer le restant de ses jours sur un fauteuil roulant. Mais c'était sans compter sur l'optimisme et la détermination de Yanis, qui ne s'est jamais résolu à cette possibilité et qui a activé toute la puissance du mental pour trouver le moyen de remarcher. Pendant cet échange, j'ai été profondément marqué par la détermination de Yanis et sa capacité à utiliser toutes les ressources dont le cerveau dispose, et j'ai pris une grosse leçon de courage et de résilience, et il est fort possible que vous preniez vous aussi une belle leçon de vie. Dans cet épisode, attendez-vous à découvrir l'histoire terrifiante de la chute de Yanis, alors en pleine ascension vers les circuits de Coupe du Monde, comment il a défié le pronostic médical malgré tout ce que les médecins ont pu lui annoncer, son parcours stupéfiant pour remarcher et remonter sur le vélo, les techniques mentales qu'il a utilisées et que vous allez pouvoir appliquer au quotidien, son approche singulière du film d'aventure à vélo et comment il se distingue dans ses créations. Tout savoir sur l'événement Stand-Up Enduro qu'il organise pour aider les personnes victimes d'atteintes à la moelle épinière, à qui il veut redonner espoir, et bien plus encore. Et maintenant, mesdames et messieurs, place à mon invité du jour, Yanis Pelé. Yanis, si tu devais faire passer un message aux gens qui nous écoutent, ça serait quoi? Profiter de la vie à fond. Vraiment. Tout simplement. Ça paraît simple et un peu bateau, mais c'est la vérité. Profiter du moment présent, croire en ses rêves, en ses projets, et y aller à fond, et peu importe ce qu'on peut te dire autour, y croire et y aller, quoi. On n'a qu'une vie et il faut la vivre pleinement. C'est vrai que c'est fou parce que c'est un message qu'on entend. Oui, mais c'est vraiment la vérité, et on s'en rend compte encore d'autant plus quand on vit des moments difficiles, et on se rend compte en fait de la beauté de la vie. On a la chance d'être en bonne santé, debout, et de faire des choses qu'on aime avec des gens qu'on aime, et je pense que c'est ça le principal, quoi. Qu'est-ce qui t'a donné le plus la conscience dans ce message et dans ces vérités qu'on connaît tous, mais que toi t'as intégré sûrement beaucoup plus que beaucoup d'entre nous? C'est de voir des choses horribles à l'hôpital, en fait. À l'hôpital, on voit des choses auxquelles on s'y attend pas, et on se dit, en fait, finalement, nous, c'est pas grand-chose, et ça nous fait beaucoup relativiser sur la vie, sur ce qu'on a aussi, nous, comme blessure. Dans mon cas, quoi. Dans mon cas où je me suis blessé.
Donc je pense que c'est vraiment l'hôpital et les personnes que j'ai vues et rencontrées qui m'ont pris conscience en fait de l'importance de la vie et qu'il faut profiter à fond, pas se plaindre pour des broutilles et vivre pleinement. Qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu des tétraplégiques, j'ai vu des personnes amputées, j'ai vu des personnes opérées du cerveau, enfin j'ai vu des choses horribles, des choses où tu te dis les gars ils ont le sourire et ils se plaignent pas, ils sont à fond dans leurs objectifs et ils sont heureux quand même, tu vois. Et tu dis toi t'es en bonne santé, moi c'était qu'une paralysie du bas, il y en a qui sont à 90%, tu vois, et ils ont quand même le sourire, et des jeunes, des plus vieux, et il y a une entente entre tout le monde et c'est trop beau, tu vois. Donc ouais, ça fait vraiment relativiser. Pourtant, on peut quand même considérer que de là d'où tu viens, et j'aimerais qu'on en parle un petit peu plus en détail, mais t'as quand même vécu un truc qui est un cauchemar pour beaucoup d'entre nous. Et ce que tu me dis, c'est que finalement, c'est pas si pire. Je prends avec beaucoup de légèreté, ouais, mon accident. Je saurais pas dire pourquoi, mais je prends avec beaucoup de légèreté, et même durant toute ma phase de rééducation, je l'ai pris vraiment comme une fracture du poignet, tu vois. Et pour moi, bah, ça allait récupérer comme une fracture classique. Et je pense que c'est aussi ça qui m'a aidé à me relever et à rester dans une good vibes et dans un optimisme tout au long de ma rééducation. Je me rendais aussi peut-être pas compte, en fait, de la gravité de la blessure. J'avais 17 ans et demi et j'ai jamais entendu parler de ce genre de blessure. Et je pense que si à cet âge-là, on se rend moins compte aussi de la gravité des choses, tu vois. J'ai le sentiment que dans ce que tu me dis, il y a cette espèce d'inconscience qu'on peut tout savoir sur certains sujets. Quand je vais faire du vélo et que je pars sur un truc qui est beaucoup plus gros que ce que j'imagine, ou une rando ou de l'escalade, ou je sais pas, où je me rends pas compte, bah j'y vais, et puis en fait parfois même je préfère ignorer. Et toi finalement c'est cette ignorance de la gravité du truc qui fait que en fait t'y as cru. Enfin, ouais, c'est l'inconscience de la jeunesse aussi, tu vois. Ma mère en parle dans le film et elle me dit juste croire en ses rêves, et peu importe ce qu'on peut te dire, c'est une inconscience de jeunesse de dire que tout est possible, tu vois. Et d'aller où tu veux aller. Après, la conscience, faut faire gaffe aussi, tu vois. En montagne, faut pas être inconscient, faut tout calculer, faut pas prendre à la légère ce genre de choses, tu vois. Mais quand on est jeune, on a une certaine inconscience. Quand on fait la compétition, quand on est jeune aussi, on ouvre en grand et on pense pas trop aux blessures. Donc ouais, c'est quelque chose à prendre en compte, mais faut pas non plus être inconscient constamment, et encore moins en montagne ou à la mer ou dans des endroits qui sont à risque. Ils ignoraient que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ouais, Ça te parle? ça, ouais. Ouais. C'est ça. Pour comprendre un peu, donc ce qui t'est arrivé, j'aimerais qu'on revienne aussi un petit peu en arrière, enfin beaucoup en arrière, sur ce qu'a représenté le vélo pour toi dans ton enfance, ton adolescence, par rapport à ton village, ton groupe d'amis. Donc pour ceux qui ont pas encore la ref, il y a donc un film qui s'appelle Beyond Prognosis, qu'on vous invite à aller voir. Je sais pas si à la date de la sortie de l'épisode, fin novembre. Eh ben donc le documentaire sera sorti. Ouais. Donc on vous invite à aller le voir si c'est pas déjà fait, et qui vous permettra de comprendre un petit peu ce dont on va parler. Est-ce que tu peux nous replacer un petit peu le contexte de ton enfance, la place du vélo dans ton village, groupe d'amis, tout ça? Est-ce que tu peux nous faire le petit historique? Faut savoir que je suis pas du tout issu d'une famille de sportifs. Je suis pas né en montagne non plus. Je suis né à Chartres, pas très loin d'ici. Et mes parents ont décidé de déménager quand j'avais 3 ans pour aller dans le Mercantour, s'installer dans le Mercantour. Ils avaient des amis là-haut, et donc c'est un endroit qui leur plaisait vraiment. Donc on a déménagé dans le Mercantour à Saint-Almas-sur-Salvage. C'est un tout petit village près de Oron. On est 70 habitants. C'est perdu au fin fond d'une vallée, et c'est un petit coin de paradis. Donc j'ai grandi là-haut. J'ai eu beaucoup de chance. On était un groupe d'amis incroyable de 20 potes hyper proches où on faisait les 400 coups ensemble. On est encore potes aujourd'hui. Donc c'est vraiment une belle amitié, tu vois. Et le vélo, c'est venu assez naturellement. On faisait tout en vélo, en fait, avec les potes.
On faisait, je sais pas, des cache-cache en vélo, on faisait des petites compétitions entre nous en vélo, on vivait sur un vélo, tu vois. Et on avait un BMX, après on avait un petit lot Décathlon pourri, tu vois, on a vraiment eu toutes sortes de vélos. On se faisait des petits runs de la montagne en vélo, on se créait des pistes, tout ça. Donc j'ai vraiment grandi sur un vélo. Et pour l'anecdote, d'ailleurs, mes parents, le premier vélo qu'ils m'ont offert, j'ai jamais eu de vélo avec les petites roulettes. Ils m'ont acheté directement un vélo normal. Et je le poussais dans le village, je le promenais dans le village. Et un jour, je suis monté dessus et je suis parti. Donc c'est un peu comme ça mes débuts sur un VTT. Et je devais avoir peut-être 12 ans, où il y a eu une maxi avalanche qui s'est organisée à Oron. J'avais pas l'âge pour y participer, mais on m'a surclassé pour que je puisse faire la course. Donc c'était ma première course de ma vie. J'ai kiffé, j'en pouvais plus. C'était un run de genre 40 minutes. Je suis arrivé en bas, je sentais plus mes doigts, plus mes mains, plus mes jambes. C'était un truc de ouf. Mais j'ai kiffé. Et de là, j'ai refait quelques courses d'enduro. Et en 2013, avec mon père, on est tombé sur une belle promotion dans un magasin de vélo où il y avait un DH à vendre. On est reparti avec et la machine était lancée. Et alors le VTT, c'était évident là-bas parce que je sais pas, le terrain s'y prêtait, et parce que finalement à l'époque, toujours le VTT, c'est un petit peu le vélo avec lequel tu peux tout faire et que tu vas pas casser tout de suite. C'est ça, quand on est jeune, en fait, je pense que tous les jeunes en fait font un peu du vélo, ont déjà fait du vélo dans leur vie, quoi. Mais moi, c'était quelque chose qui me plaisait vraiment. Il faut savoir aussi que j'ai fait mes études en sport-études montagne, où on a touché à plein de sports différents, de l'escalade, du ski de rando, du trail, voilà, tous les sports liés à la montagne. J'ai fait une saison aussi en club de ski alpin, où j'ai pas trop apprécié l'ambiance. Et de là, je me suis tourné plus vers le vélo. Et c'est en 2013, du coup, où je commence vraiment les compétitions en DH. J'étais une quiche, j'avançais pas. Et j'ai très vite progressé pour atteindre 3 ans plus tard un niveau en Coupe du Monde. Donc en 3 ans? En 3 ans, j'ai commencé, je faisais genre des top 30, même voire 40, ma première course en cadet. Et 3 ans après, j'ai fait mes premières Coupes du Monde en junior. Okay. Et je pense que c'était une passion folle, une envie de progresser, une envie de rouler aussi. Et de rouler aussi avec plus fort que soi. J'ai essayé de suivre les meilleurs, d'analyser comment ils roulaient, leur trajectoire, leur comportement sur le vélo, etc. Et j'ai beaucoup appris juste en regardant en fait les meilleurs rouler. Mes parents ont été énormément là pour moi. Tous les week-ends, on faisait des shuttles. J'étais aussi dans une bonne école. J'étais au club de l'USK VTT. Donc, on y est pas mal. Ouais. Il y a des gars qui roulent quand même pas trop mal au club. Donc voilà, tous les week-ends, on était sur le vélo et c'était juste du kiff entre potes, tu vois, sans prise de tête. Et c'était vraiment des belles années, ouais. Alors, Coupe du Monde de descente en junior, c'est ça? Ouais. Donc quand même un niveau sérieux, très sérieux en descente, où moi perso je pourrais pas, je pourrais pas rouler. Toi, tu te voyais où? C'était quoi le parcours? C'était quoi ton rêve en tant que gamin pilote? Je pense en tant que passionné, quand on est jeune, tous les jeunes rêvent d'être athlète pro, tu vois, rêvent de vivre du vélo, de faire une belle carrière en compétition. Moi, c'était mon cas aussi, hein. Je rêvais d'une grosse carrière en compétition, de faire des Coupes du Monde dans un team et de vivre du vélo pleinement, tu vois. Et quand j'ai fait mes premières Coupes du Monde en 2016, c'était un premier pas vers ce rêve, tu vois. J'étais tellement heureux, j'étais une boule d'énergie, j'étais à 100%. Je me souviens que Melvin, après la Coupe du Monde de Léo Gang, j'étais comme un ouf. Et je suis arrivé en premier sous attente, j'étais ultra motivé et j'étais à fond, tu vois. À fond, il n'y avait rien qui pouvait m'arrêter. Peut-être un poil trop à fond. Mais Et alors, est-ce que déjà à cette époque-là, t'avais ce côté mental? Pas du tout. Le mental, à cette époque, on n'en parlait pas. Honnêtement, même les sportifs pros, du peu que je sache, on parlait pas de la force du mental. C'est pas un sujet qui était abordé. C'est un sujet qu'on a abordé il y a 3-4 ans où il y a une majorité des sportifs de haut niveau qui ont un coach mental et qui l'utilisent dans leur pratique. Nous, à notre époque, en vrai, on n'en parlait pas beaucoup. Et j'étais juste à fond dans ce que je voulais mettre en place. J'étais à fond dans le vélo et c'était une passion et je vivais que pour ça, tu vois. Mais le mental, on n'en parlait pas et on n'a jamais parlé avant l'accident, quoi. Donc l'accident, tu peux nous donner un peu le cadre, les circonstances, nous expliquer ce qui s'est passé? Du coup, c'était en 2016, le 2 juillet.
je revenais tout juste de la Coupe du Monde de Léogang où j'ai fait mon premier top 20 en Coupe du Monde. J'étais comme un ouf, j'étais trop content. Et du coup, c'était l'ouverture des Coupes de France à Serre-Chevalier. Une piste trop cool. Je me régalais sur la piste, des trop bonnes sensations. Et c'était un run avant la qualif où je m'étais fait 2 runs d'un trait en mode course pour un peu me mettre en condition. Il y avait une passerelle où en fait on arrivait en virage droite sur la passerelle et on fallait sauter à gauche dans un goulet. Il y avait une trage qui consistait à tirer à l'entrée de la passerelle directement dans le goulet et ça évitait de prendre ce virage droite-gauche qui faisait perdre un peu de temps. Mais ça, c'était assez technique, il fallait arriver vraiment vite et sauter un peu en travers. Pas beaucoup de personnes le faisaient. Et il y avait aussi beaucoup de crashs qui ont eu lieu sur ce passage, notamment Marine, j'y pense, elle est tombée, je me souviens, avant ou après moi. Marine Cabion. Ouais. Et donc je suis arrivé sur j'avais fait la trage une première fois, c'était passé nickel. Et deuxième fois, j'arrive serein, je tire, et au moment où je tire, je pars en avant, et j'atterris en fait la tête dans le talus en face. Et là, l'impact était énorme sur la tête, je me souviens d'un impact horrible. Et en fait, je roule, et en bas du goulet, j'ai une douleur énorme au niveau du dos, j'ai le souffle coupé, mais comme par réflexe, tu vois, je me mets debout, j'enlève mon casque, et je mets les bras en l'air pour récupérer mon souffle, tu vois. Et là, j'avais vraiment trop mal au dos. Du coup, je m'allonge par terre et j'avais les jambes qui étaient pliées. J'avais le père d'un pote qui me les tenait. Et petit à petit, je sentais que mes jambes tombaient sur le côté sans que je puisse les retenir. Et de là, bah, tu te poses plein de questions. Hein. Tu te demandes ce qui se passe, pourquoi moi, qu'est-ce qui m'arrive. Et après, tout va super vite. Hein. T'as les pompiers qui arrivent. Le PHM qui arrive, ils te mettent sous morphine, tout va super vite, tu vois, tu t'as pas le temps de trop réfléchir non plus, t'as tous tes potes qui viennent, je me souviens qu'ils avaient aidé les pompiers à porter le brancard, et après t'es héliporté en hélico et t'es sous morphine et tu délires, enfin tu te rends pas compte de la chose, et j'étais même content, je me souviens, je souriais, j'étais en mode putain, un premier tour d'hélico, trop stylé. et voilà, donc ça allait super vite et je sais pas encore pourquoi je suis parti en avant. C'est pas logique en fait, quand tu tires, t'as pas à partir en avant. Et apparemment, à l'entrée de la passerelle, ça se serait un peu creusé, les gravés seraient un petit peu enlevés. Du coup, il y avait une espèce de mini marche, tu vois. C'est peut-être ça qui a fait que je sois parti en avant. Et après mon accident, ils ont mis des tapis, ils ont un peu sécurisé la zone. Donc c'était pas une zone fait pour faire du vélo, tu vois. Ils avaient un peu rafistolé le truc et c'était pas ouf comme endroit. Mais bon, on connaît les risques de notre sport et on l'accepte et c'est comme ça, tu vois. Ouais, disons que c'est pas de leur faute, c'est la faute de personne, c'était moi qui étais sur le vélo et c'est moi qui suis tombé et je remets là en cause personne, tu vois. C'est comme ça et on est conscient des risques qu'on prend et puis c'est ok, tu vois. Ouais, c'est que t'aurais pu tomber presque à n'importe quel autre endroit. Ouais, juste là c'est un endroit un peu plus difficile que les autres qui n'étaient pas forcément adaptés au vélo, mais bon, c'est comme on m'a dit, ouais, faut porter plainte, mais bon, c'est moi qui étais sur le vélo, tu vois. Donc la sensation de tu t'es levé, tu t'es rassis et progressivement tu sens tes jambes qui... Ouais, t'arrives plus à les tenir en fait, tu sens que tes jambes qui lâchent, tu vois, genre elles tombent sur le côté, t'arrives pas à les retenir, t'as beau faire tout ce que tu veux, elles tombent petit à petit. Et là, je sais pas, tu te dis quoi? Tu te poses plein de questions. Déjà, pourquoi moi, tu vois? Tu crois toujours que ça arrive aux autres. Alors pourquoi il m'arrive ça maintenant? Pourquoi alors que je suis en pleine ascension, je kiffe ce que je fais, je progresse et pourquoi, tu vois? Juste pourquoi? Des questionnements un peu flous et vagues mais t'as pas le temps de trop réfléchir non plus, hein. Tu sais, ça va tellement vite. Encore une fois, les secours, ils arrivent super rapidement et ça, j'ai eu beaucoup de chance d'être pris en charge très rapidement, d'avoir été héliporté directement à Grenoble, d'être opéré quelques heures après que j'ai eu l'accident. Ça, j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là. Et ce qui était dur aussi, c'est de voir aussi les yeux des copains, tu vois, qui viennent te récupérer, qui te portent et tu leur parles, tu leur dis ouais, qu'est-ce qui m'arrive, ouais, enfin, aidez-moi, tu vois. Et ça, je me souviens des regards de Tanguy, de Théo qui étaient là, ça fait bizarre. Hein. Et puis eux, c'est dans le flou le plus total aussi, tu vois. Ouais, j'imagine que les amis, les gens qui te regardent sur le brancard et à qui on a dit non mais ils sentent plus les jambes, ça doit être horrible. Ouais. Je me mets à leur place, ça doit être horrible. Hein. En plus, il y avait drapeau rouge et apparemment, de ce qu'on m'a dit ensuite, il y a... Ouais, c'est Yanis qui disait à mes potes du club, à JP qui était aussi là, tu vois, qui était présent pendant le week-end comme sur toutes les courses. Ouais, c'est Yanis qui est tombé, on sait pas trop ce qu'il a, ils sent plus ses jambes, etc. Ça va être horrible pour eux, tu vois. Ils me voient partir en hélico et ils sont dans le flou, tu vois. Je sais que ils avaient plus envie de rouler après, ils étaient en mode
un peu au fond du trou, tu vois. Et le lendemain, ils ont roulé pour moi parce qu'ils pourront me donner de la force, tu vois. Je me souviens qu'ils ont mis ça, on pourra en parler après, de tout le soutien que j'ai eu qui est énorme, mais ça fait remonter des émotions de parler de ça, mais tu sais, ils ont mis des scotch avec marqué Yanis Pelé sur leur t-shirt, sur leur maillot, ils ont fait les fameux stickers quelques semaines après. Et ouais, c'est une famille le vélo, hein. Mais ça, on pourra rentrer dans les détails de tout ce qui a été mis en place au niveau du soutien qui est énorme. Mais du coup, là, du coup, j'ai été téléporté d'urgence à Grenoble, où j'étais opéré dans la foulée. Donc là, tu sors de l'hélico, tu vois 10 personnes avec les blouses blanches qui arrivent en courant pour te récupérer, ça fait aussi vraiment bizarre. Ils t'amènent, tu passes les scanners, les IRM, etc. Ils te déshabillent et là, après, j'ai un cut, tu vois, je me souviens plus de rien. Et je me suis réveillé en soins intensifs avec des bips de partout, branchés dans tous les sens. Et là, ouais, tu te demandes un peu ce qui s'est passé, tu vois. Genre, t'as plus trop de souvenirs tu sais pas trop. Enfin, tes derniers souvenirs, c'est quand t'étais dans l'IRM, tu vois, dans ce sarcophage blanc là. Et tu te réveilles là en soins intensifs, tout bipé avec des fils de partout. Et tu vois, ok, qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, j'avais plus de sensations dans les jambes jusqu'au niveau du haut des abdos. Et il y a un premier docteur qui vient me voir, qui m'annonce un peu, enfin qui m'explique un peu ce qui s'est passé et qui me dit que je pourrais plus remarcher. Donc là, c'est même pas peut-être que tu peux plus remarcher, c'est mort. Il m'explique en gros que je me suis fracturé des vertèbres, la moelle épinière a été touchée et que je suis paralysé à 100%, quoi. Il y a plus rien qui se passe. De là, moi, dès cet instant, je me dis en tête, mais en fait, c'est impossible. Je peux pas visualiser ma vie en fauteuil roulant, c'est inconcevable. Pour moi, c'est pas possible en fait. Genre, ça peut pas, c'est impossible. Je suis sportif, passionné de sport et de montagne, j'habite en montagne et c'était inconcevable d'imaginer une vie en fauteuil roulant. Donc, dès cet instant, je peux pas l'accepter, je l'accepte pas et je me dis, ok, maintenant c'est mon combat et c'est mon podium et je veux gagner et récupérer mes jambes et remonter sur mon vélo. C'était à partir de ce moment-là, j'avais que ça en tête. Ensuite, il y a le chirurgien je crois que c'était le lendemain, qui annonce à mes parents plus en détail ce qu'il a mis en place, ce qu'il a mis dans mon dos, l'opération, que ça s'est bien passé, etc. Et il annonce aussi à mes parents que je suis paraplégique et qu'il y a une très très infime chance que je puisse remarcher un jour. Et le chirurgien vient me le dire aussi à mon tour. Il m'explique en fait que l'opération s'est très bien déroulée. C'était une opération de 3-4 heures, je crois, où il a installé une arthrodèse sur mon dos qui englobe 3 vertèbres au-dessus, celles fracturées, et 3 en dessous, sachant que je me suis fracturé T7, T8 et T10 qui étaient touchés. Donc j'ai une bonne balafre comme ça dans le dos, tu vois. Et une arthrodèse, du coup, c'est 2 tiges de titane accrochées avec des anneaux sur les vertèbres. Voilà, donc, du coup, il m'explique un peu toute l'opération, comment ça s'est déroulé. Et là, lui aussi, enfin, moi, je peux pas le croire, tu vois. Quand il me dit que j'ai une très infime chance de remarcher, je lui dis, bah, cette chance-là, je vais aller à fond dedans, tu vois. Je vais tout mettre en place et je vais à la fond dans cette chance, je peux pas passer à côté. C'est le combat de ma vie et je veux le réussir. Et après, j'ai aussi des souvenirs qui sont assez durs où je vois mes parents qui viennent me voir en soins intensifs un par un. Si tu peux pas rentrer à plusieurs dans la chambre de soins intensifs, ils viennent tous être habillés en blanc, tu vois. Ça fait vraiment bizarre, tu vois, de voir ses parents comme ça. Et ouais, c'est dur, tu vois, de les voir dans le mal et de leur faire du mal, tu vois. Tu sens que tu leur fais du mal et toi, tu y es pour rien. Enfin, tu kiffes ta passion, ils donnent tout pour toi et tu les fais souffrir, tu vois. L'infime chance, c'est un truc, enfin, beaucoup auraient vu ça comme un verre à moitié vide. Et toi, t'as vu l'infime possibilité que... Ben, je me suis pas laissé d'autres choix, en fait. Je voyais pas d'autres possibilités que de remarcher. Il y avait pas d'autres choix possibles. Pour moi, il y avait un seul choix, c'était je vais remarcher, je vais remonter sur mon vélo. J'avais pas d'autres solutions, d'autres issues possibles. Donc à partir du moment-là, tu vois, tu mets ton cerveau dans un mode ou en mode je vais récupérer et le cerveau met toute l'énergie possible dans mon corps pour récupérer, tu vois. Et je pense rien que le fait de se dire je suis sûr je vais récupérer dès cet instant précis et qu'il n'y a pas d'autre issue possible, tu te mets dans un mood où ton corps est prêt à se battre, tu vois. Alors que si tu acceptes ce que peuvent te dire les médecins, et ben le cerveau il va pas se mettre dans le même mode, tu vois. Et le corps humain il
il est comment dire? Résilient. Non, faut toujours le pousser, tu vois. Si tu lui mets pas des choses en place, il va utiliser le moins d'énergie possible. Et du coup, faut vraiment le pousser constamment et se mettre en capacité en mode guerrier, tu vois. Est-ce que avant ça, t'avais déjà été confronté au handicap? Pas du tout. Franchement, on se rend pas compte en fait de ce que c'est le handicap. On n'entend pas beaucoup parler et on voit des personnes qui sont en situation de handicap, mais on se demande pas en fait ce qui s'est passé, ce que c'est réellement, tu vois. Donc j'ai jamais été confronté, on m'en a jamais parlé et je veux pas non plus y être confronté, tu vois. Je te dis ça parce que pour y avoir été confronté indirectement, et puis aussi avoir des histoires comme celle du fils de Bruno Florit, qu'on salue d'ailleurs, qui était skieur freestyle et qui a eu un accident et qui aujourd'hui donne toute son énergie pour reprendre une vie normale avec notamment du stand-up, etc. Donc mais c'est des gens, enfin lui et comme d'autres qui n'ont pas eu la chance que t'as aujourd'hui de pouvoir te tenir sur tes jambes. Je te dis ça parce que si t'avais été confronté au handicap avant, peut-être que l'espoir que t'as eu, qui t'a porté et qui t'a guidé, aurait peut-être pas été aussi présent, intense. Peut-être que t'aurais pu te décourager et dire oui, mais en fait finalement la vie en fauteuil roulant, il y en a qui la vivent et puis il peut faire des choses incroyables aussi en fauteuil roulant. Hein. Ouais. Peut-être. Je pourrais pas te dire si ça aurait si ça aurait apporté une différence dans mon état d'esprit à ce moment-là, mais c'est sûr que oui, en fauteuil roulant, c'est une vie quand même et c'est ce qu'a dit aussi le docteur à mes parents, que peu importe l'issue, la vie continue, et que ça soit en fauteuil roulant ou sur ses deux jambes ou avec des béquilles, la vie continue, il y a plein de belles choses à faire, tu vois. Mais en fait, pour moi, c'était impossible, et comme je l'ai dit, et inconcevable, et je pouvais pas me l'imaginer, c'était impossible, tu vois. Et c'est pour ça aussi que j'ai pris, je pense, cet accident un peu à la légère. Je me suis dit, en fait, c'est pas grand chose, c'est qu'une fracture et ça va revenir, comme je me suis déjà fracturé le poignet, des doigts, enfin, n'importe quel endroit du corps, tu vois. Et je pense aussi que le fait d'avoir fait d'être jeune, déjà, ça y joue, tu vois. T'as un peu cet état d'esprit où tu te lances sans trop réfléchir dans certaines choses, tu te rends pas compte de la gravité des choses. Et aussi le fait d'avoir fait de la compétition, t'as cette force de se dépasser, d'aller au-delà de tes capacités, tu vois. Et aussi cette rage de vaincre, cette rage de gagner. Peu importe ce qui peut t'arriver, tu veux aller de l'avant et tu veux réussir, tu vois. Et aussi le fait que je sois passionné, que j'habite en montagne et que tous mes potes ont fait de la montagne ensemble, tu vois. Et j'étais tellement proche de mes potes que je pouvais pas me dire, moi je vais pas pouvoir continuer à kiffer avec eux dans la montagne, tu vois. En fait, il y a plein de facteurs qui sont rentrés en jeu, qui m'ont mis dans cet état d'esprit où j'ai pas pu douter et que c'était inconcevable, tu vois. Et puis j'ai aussi cette force, je pense, depuis tout jeune, où quand j'ai une idée en tête, je l'ai pas ailleurs et j'y vais à fond dedans, tu vois. Ok. On te dit infime possibilité, qu'est-ce qui se passe ensuite? Du coup, là, je reste quelques jours en soins intensifs. Ensuite, je suis transféré dans une chambre toujours à l'hôpital de Grenoble. Et là, j'avais mes proches avec moi, j'avais ma famille, mes parents, ma sœur, mes grands-parents, mes cousins, tout ça qui était là. Je me souviens d'ailleurs dans la chambre, quand j'ai transféré dans la chambre classique, il y en était genre, c'était limité à 5 personnes dans la chambre, nous on était genre 15, ils avaient fait un pique-nique de la chambre et tout, c'était incroyable, ils étaient tous là, c'était assez lunaire. Et même à un moment, j'avais trop besoin de voir le soleil, du coup ils m'ont débranché le lit, on est sorti en courant dans les couloirs pour aller sur la terrasse et prendre un peu de soleil. Il fallait vite remonter avant que le lit se dégonfle trop, tu vois. Donc c'était incroyable. Et de là, il y a Guillaume Néry et Fama Barrel qui m'ont téléphoné, qui sont des amis depuis de longue date. Et qu'on les connaît, on connaît Fabien et sa force
Et Guillaume, c'est pareil, tu vois. Et ils m'ont déjà une force énorme. Fabien, quand il te parle, il te fait soulever des montagnes, tu vois. C'est un truc de ouf. Il est incroyable. On a pu voir ça. Et du coup, ils m'ont expliqué qu'ils avaient utilisé le mental dans leur carrière respective. Par exemple, Guillaume, il m'a expliqué quelque chose qui était assez incroyable. Un jour, il était pour faire un record du monde, je crois. Il n'y avait pas les bonnes conditions pour s'entraîner. Et il a visualisé toute sa plongée dans son lit le soir. Et il a fait une meilleure performance que s'il s'était entraîné réellement dans l'eau. Donc, tu vois, ils m'ont expliqué tous ces petits points, qui m'ont fait me rendre compte qu'en fait, le mental, c'est une force incroyable. Il faut que j'utilise, tu vois. Et qu'on peut faire des grandes choses avec ça. Du coup, ils m'ont expliqué leur routine qu'ils faisaient de leur côté. Ils m'ont aidé à en mettre une pour moi, tu vois, et l'adapter à mon cas. Et donc, c'était un élément vraiment déclencheur qui a changé un peu toute la suite, tu vois. Leur appel, il a été incroyable. Et ça m'a permis aussi de mettre en place cette routine que je me suis faite pendant plusieurs années, 3 fois par jour. Alors, parle-nous de cette routine. Cette routine, elle consiste dans un premier temps, je me regardais une vidéo de vélo que j'avais fait avant l'accident pour me remettre en tête et les sensations que je pouvais avoir sur le vélo. J'avais aussi un petit passage où je marchais, du coup, c'était pour me visualiser aussi en train de marcher, parce qu'en fait, c'est ce qu'ils m'ont dit Fabien et Guillaume, faut pas que le corps oublie ces sensations, tu vois. Faut pas que le corps oublie le fait de marcher, le déroulé du pas, les sensations que tu as sous les pieds, les sensations que tu as sur le vélo. Faut surtout pas que le corps oublie tout ça. Donc voilà, cette vidéo me permettait vraiment de me prendre conscience me rappeler toutes ces sensations que j'avais avant l'accident. Ensuite, je faisais une petite séance de respiration pour me mettre dans ma bulle, en essayant de ressentir mon corps dans sa globalité depuis mes orteils jusqu'à ma tête, ressentir chacun des membres pour vraiment me mettre dans une bulle profonde, tu vois. C'est hyper important d'être vraiment dans sa bulle et penser à rien d'autre. Alors, excuse-moi, mais là, quand tu te dis, tu te mets dans ta bulle et t'essayes de ressentir les sensations, enfin, concrètement, qu'est-ce qui se passe au niveau des jambes? Bah, tu sais, t'es allongé et t'essaies de ressentir chaque membre, chaque orteil. Et en fait, t'essaies de sentir de l'énergie qui part de tes pieds et qui monte dans tes membres en passant par chaque muscle, etc. Et tu essaies de ressentir, en fait, de l'énergie, tu vois. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, en fait, là, concrètement, il se passe, tu sens rien de spécial à ce moment-là. Genre, tu sens que tu te poses et que tu ressens un peu, tu sais, t'arrives à te situer dans l'espace, ton corps, tu vois, et de ressentir chaque endroit de ton corps. Ça permet vraiment de se mettre dans une bulle. Et suite à ça, du coup, j'ai une musique que j'écoutais pour chaque visu. Elle durait 10 minutes, c'était pile poil le timing de mes visus. Et en fait, elle permet aussi d'orchestrer mon travail. Je savais qu'à un moment de la musique, le rythme s'accélérait, c'était au moment où je me visualisais en train de courir, tu vois. Donc je me mettais cette musique dans les oreilles, ça permettait de me mettre encore plus dans ma bulle, j'entendais aucun bruit extérieur, j'étais vraiment plongé dans ma bulle. Et de là, je me visualisais du coup mon cerveau qui s'activait, qui envoyait de l'énergie et du courant électrique dans ma moelle épinière, tout en visualisant aussi comment est fait le cerveau et comment est fait la moelle épinière, tu vois. Donc je visualisais mon cerveau qui s'activait, qui envoyait toute l'énergie dans ma moelle épinière. Et cette énergie et ces signaux électriques qui descendaient dans ma moelle épinière en passant par l'endroit qui a été impacté au niveau de la moelle épinière où je me suis fracturé les vertèbres. À cet endroit-là, je m'imaginais des petits bonhommes, tu vois, qui reconstruisaient ma moelle épinière, qui refaisait passer de l'influx, tu vois. Et ensuite, je me visualisais ce courant électrique qui continue à descendre et qui s'envoyait dans tous mes jambes, par tous les petits nerfs qui s'envoyaient dans tous mes muscles de mes jambes. Ensuite, je me visualisais mes muscles qui se contractaient, mes jambes qui bougeaient, mes orteils qui se pliaient, etc. Et ensuite, je me visualisais en train de faire du vélo, en train de courir, en train de marcher dans des endroits que je connaissais très bien et qui me tenaient à cœur, en essayant de ressentir les mêmes sensations que j'avais avant l'accident. Et pendant ces visios, tu vois, je sentais que j'avais des fourmis un peu dans les jambes, tu vois. Je sentais des fourmillements dans les jambes et quand j'avais ces sensations, je me disais, ok, là, la visu, elle marche bien, elle est bénéfique et c'est cool, tu vois. Mais ça m'arrivait au début, tu vois, j'avais un peu du mal au début de me mettre vraiment dans une bulle. J'avais des fois des idées un peu qui venaient par-dessus ce process
Et petit à petit, avec le temps, je réussissais à me mettre vraiment dans une bulle et aucune idée pouvait venir bloquer le travail que je mettais en place, tu vois. Et ça a mis un peu de temps à se mettre en place. En fait, il faut apprendre à utiliser son cerveau et à se visualiser tout ça, quoi. C'est vraiment pas simple au début et c'est un apprentissage. Ouais, c'est un entraînement. Ouais. Comme pour la méditation, C'est ça, ouais. le principe, c'est de laisser passer les pensées comme un nuage, et puis ça passe. Bon, on s'y accroche pas, quoi. C'est ça, ouais. T'as des pensées qui passent, tu laisses passer et tu te concentres vraiment sur où tu veux aller, quoi. Et ça, donc, c'est Fabien. Et j'ai oublié quelque chose d'être important. Ouais, vas-y. C'est le carnet aussi. Ouais, le carnet juste avant de me plonger dans mon cerveau, donc après la partie respiration, j'écrivais une phrase sur un carnet qui me permettait d'incorporer cette phrase au plus profond de moi-même et d'y croire dur comme fer. Et cette phrase, c'était j'ai confiance en la vie, j'ai confiance en moi. Je suis une personne chanceuse avec une bonne étoile. Je vais remarcher, oui, je vais remarcher. Et le je vais remarcher, oui, je vais remarcher, je me l'écrivais en gros avec des points d'exclamation en mode je vais remarcher, c'est sûr, tu vois. D'où elle vient, cette phrase? Cette phrase, c'est Fabien qui me l'a conseillé. Ouais. C'est Fabien qui me l'a conseillé. Il m'a expliqué du coup que c'était vraiment le fait d'écrire, en fait, ça permet d'en plus de se l'imaginer, ça t'incorpore cette idée au plus profond de toi, tu vois. Est-ce qu'il y a j'aimerais revenir sur le carnet juste un peu après, mais donc Fabien Barrel et Guillaume Néry, qui sont des champions hors normes, extraordinaires, et qui ont démontré dans leurs disciplines respectives effectivement la puissance du mental. Fabien, donc on en a parlé dans un précédent épisode. Et Guillaume, que je connais un petit peu moins, mais je peux imaginer que la plongée en apnée, tous les défis qu'il a pu se fixer et relever, mais pour autant, comment appliquer des concepts, des idées que des immenses champions te donne, te conseille, sans avoir évidemment la certitude ou l'idée que ça peut marcher, parce que en fait, aussi immense champion soit-il, l'expérience du handicap peut-être est pas aussi, pas très importante, ou que sais-je, j'en sais rien, mais comment est-ce que toi tu prends ça? C'est-à-dire Guillaume, Fabien te donne tes conseils, ces techniques, toi tu te dis quoi? Tu te dis ça va marcher, ou c'est quoi ces histoires, ou c'est quoi ta réaction par rapport à ça? Moi, je me dis déjà qu'il faut que je prenne toutes les clés qui sont en ma possession, tu vois. Il faut que je mette tout ce qui est possible, faut que je le mette en place pour mettre toutes les chances de mon côté de récupérer, en fait. Donc peu importe, tant que c'est positif et que ça peut m'aider, je le prendrai et je l'utiliserai, tu vois. Et Fabien et Guillaume, c'est des champions énormes, mais c'est pas pour rien qu'ils sont à ce niveau-là, tu vois. Et s'ils me parlent que le mental, ça les a aidés dans leur carrière, c'est pas pour rien, c'est qu'il a une vraie influence sur le corps humain et qu'avec le mental, on peut faire de grandes choses. Et c'est deux champions aussi qui ont une force, juste en te parlant, qui est énorme, tu vois. Tu peux pas ne mettre leur parole en question, tu peux que y croire, et en fait, il y a pas d'autre solution. Ils te parlent, ils te font soulever des montagnes. Ça, même Guillaume, il est incroyable. Et donc pour moi, c'était juste. Je me suis même pas dit est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher. Pour moi, ça allait marcher et c'était une clé à prendre hyper importante. Et j'ai pas douté et je leur faisais full confiance, tu vois. S'ils me disaient ça, c'était pas pour rien. Et au vu de ce qu'ils avaient réalisé dans leur carrière, je le prends, quoi. Et je réfléchis pas à la possibilité que ça fonctionne pas. Pour moi, c'est le cerveau, il a une capacité énorme et je vais y aller, tu vois. Donc le carnet, tu peux nous montrer? Je peux voir? C'est un sacré souvenir, le carnet. Donc le carnet. Déjà, on voit là sur la première page, regarde non, en dessous. Non, sur là. Ouais. T'as vu ce que j'écris tout en haut? Ça fait déjà 6 jours que je suis dans l'hôpital et j'ai hâte de sortir. Donc 6 jours on voit que c'est mal écrit. À l'hôpital. Parce que j'étais allongé, j'arrivais pas à écrire. Ouais. 6 jours que je suis à l'hôpital, hâte de sortir. Je sens un peu mes jambes.
Lors de la chute, au bout de 10 minutes, je sentais toujours ma moelle épinière. Voilà. Ça, c'est des questions, Ça, c'est les questions, que j'avais, que fallait que je pose au docteur. Où exactement ma moelle a été touchée et comment. En fait, j'avais besoin aussi d'avoir des infos détaillées de de ma blessure et de comment fonctionnait en fait mon cerveau et ma moelle épinière pour pouvoir me le visualiser derrière. Tu vois, je suis allé voir des vidéos sur YouTube pour voir un peu où était situé, parce que moi, j'avais aucune idée de où était située ma moelle épinière, à quoi ça servait. Je savais même pas ce que c'était une moelle épinière, tu vois, avant l'accident. Du coup, j'ai dû aller faire un peu des recherches sur Internet pour situer tout ça et me l'imaginer beaucoup plus facilement. Cours d'anatomie en ligne. Voilà, c'est ça. Donc là, ensuite, on a... j'ai confiance en moi, j'ai confiance en la vie. Je suis une personne forte et chanceuse avec une belle étoile. Je vais remarcher, oui, je vais remarcher. Combien de fois tu l'as écrit, ça? Tu peux compter si tu veux. Des centaines et des centaines de fois. Hein. Je l'écrivais 3 fois par jour pendant plusieurs années. Et des carnets comme ça? C'est le seul. C'est le seul, ouais. Je pense, j'écrivais vraiment de manière hyper assidue. Ça a duré peut-être 1 an et demi où je faisais vraiment, tu vois, mes visus 3 fois par jour de manière très assidue. Et tu vois, j'écrivais le je vais remarcher en majuscule avec des points d'exclamation en mode, tu vois, en mode je vais remarcher, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a des moments où t'as douté? J'ai eu aucun moment de doute. J'étais comme un robot à l'hôpital. Pour moi, pour ma vie, toute la journée, je me répétais que j'allais remarcher. Et je me réveille le matin, je vais remarcher, je vais faire ma rééducation, je reviens, je refais ma rééducation. Entre tout ça, je fais mes petites visus positives. Et en fait, tout tournait autour de ça. J'avais rien d'autre en tête que de remarcher et remonter sur mon vélo. Donc, j'ai pas eu un moment de doute. Et je suis resté hyper positif, optimiste, avec le sourire. Et c'était juste pour moi un moment de ma vie, tu vois. Et ça allait le faire, tu vois. Pour moi, c'était sûr, j'allais remarcher. Donc, c'était juste une étape de ma vie à franchir pour repartir de plus belle sur le vélo. T'as fait ça combien de temps avant qu'il se passe quoi que ce soit? J'ai eu le premier mouvement, c'était un tendon d'orteil qui se contractait à peine, et ça a apparu au bout de 3 semaines après l'accident, je crois. Du coup, ce process mental, je l'ai mis en place peut-être même pas une semaine après l'accident, tu vois, 5-6 jours peut-être. Et ensuite, j'ai été transféré à René-Sabran sur la presqu'île de Gien. C'est un centre de rééduc pour les neuros notamment. C'est un cadre idyllique. T'as une plage privée, t'es au milieu des pins sur une presqu'île. Ça y joue aussi, je pense, au mental, tu vois, au moral surtout, d'être dans un cadre de vacances. Hein, le matin, tu te réveilles, t'ouvres les fenêtres de la chambre, t'as le bruit des cigales. C'est trop bien, tu vois. Ça fait trop plaisir. Donc j'ai eu beaucoup de chance d'ailleurs parce que à la base ils avaient pas de place dans ce centre de rééduc et je devais être transféré à Nice. Et en dernière minute, ils ont trouvé une place à René-Sabran, du coup j'ai pu être transféré là-bas. Et en plus, j'aurais dû arriver à Nice le jour des attentats sur la prom. Du coup, ça aurait pas été très joyeux. Donc j'ai transféré à René-Sabran. Et de là, j'ai commencé du coup cette rééducation. Donc ça a mis un peu de temps à se mettre en place parce que pendant le transfert dans l'ambulance, il y a une rougeur qui est apparue au niveau du synchrome qui m'a un peu embêté pendant plusieurs jours. En fait, dès que j'étais prêt à être sur le fauteuil, ils pouvaient me transférer pendant une demi-heure sur le fauteuil, on faisait des tests. Et j'avais une rougeur qui apparaissait, du coup ils me remettaient au lit 2 jours. On refaisait un test, 1 heure sur le fauteuil. Et tu vois, ça c'était un peu long pour que je sois vraiment complètement libre avec le fauteuil. Donc je suis bien resté 2 semaines alité. Où j'ai perdu beaucoup de poids, etc. Mais en parallèle, du coup, je travaillais à fond, autant mentalement que physiquement. Le kiné venait me voir tous les jours. J'essayais de forcer, tu vois, dès qu'il me faisait des mouvements, j'essayais d'accompagner le mouvement pour contracter toutes ses jambes. Et aussi, c'est particulier l'association de paralysie. C'est comme si tu avais les jambes ensevelies sous du sable. Tu sais, tu sens à l'intérieur que tu as l'impression que ça peut bouger, mais tu as un poids qui est sur tes jambes et qui les cloue au sol, tu vois, qui les cloue dans le lit et t'arrives pas à les bouger. C'est assez particulier comme sensation. C'est comme quand tu te mets les jambes sous du sable. Et donc voilà, donc 3 semaines après l'accident, j'ai un tendon de l'orteil qui commence à apparaître. Et là, suite à ça, tous les jours, j'avais une nouvelle
quelque chose de nouveau qui apparaissait. Après, c'était une mini contraction au niveau du quadriceps à gauche, et je me raccrochais en fait à ces mini progrès, tu vois, constants, qui allaient que en s'améliorant ensuite. Quand tu vois ce petit bout de... Pour moi, c'est gagné, hein. Je me dis, c'est bon, c'est gagné, là, ça, l'énergie, elle revient, et c'est comme un fil électrique. Tant que c'est pas coupé ou sectionné, il y a de l'espoir, tu vois. Il y a toujours de l'énergie qui pourra repasser. Et moi, c'était pas sectionné. J'ai la chance que ça soit juste un impact, tu vois, comme l'épinière, elle a pris un coup. Il y a un hématome qui s'est formé au niveau de la moelle épinière, du coup, qui l'a compressé. Mais c'était pas sectionné. Du coup, il y a toujours de l'énergie qui peut passer. Et du coup, je me suis accroché à cet infime endroit où les informations pouvaient continuer à passer. Et quand j'ai eu cette mini contraction, j'étais comme un ouf. Je me souviens que je l'ai dit à mes parents, j'ai dit, regardez, je forçais tout ce que je pouvais, et tong, il y avait, tu sais, une mini contraction qui apparaissait. Et je montrais à mes potes, à tout le monde. Et de là, je me raccrochais à ces petites choses, et chaque jour, j'avais quelque chose. Le matin, je me réveillais, hop, il y a ça qui est apparu, il y a ça qui est apparu, tu vois. Du coup, c'était trop bien. Et après, quand on a commencé à pouvoir aller sur le place, du coup, pendant 3 semaines, un mois, j'étais seulement dans le lit. J'avais pas encore accès au plateau de rééducation. Et ensuite, j'ai pu accéder au plateau où, du coup, on a pu travailler beaucoup plus sérieusement, tu vois. Changer un peu d'exercice, et aussi le fait de pouvoir voir du monde, de sortir un peu de la chambre, ça fait du bien. Et du coup, j'avais 1h30 ou 2 heures de rééduc le matin. Ensuite, je revenais dans ma chambre. Et l'après-midi, je refaisais les exos que je faisais avec le kiné. Mes parents m'aidaient à les faire. Et le soir, je refaisais les exos encore tout seul dans mon coin. En fait, je m'arrêtais jamais. J'étais vraiment un robot. J'étais là pour remarcher, et j'avais rien d'autre à faire, tu vois. J'étais même en mode pas aller trop parler aux autres. Tu vois, le soir, je me souviens que tous les patients se rejoignaient devant l'hôpital pour discuter, jouer aux cartes, tout ça, pour un peu couper, tu vois. Et moi, j'étais vraiment en mode plateau de rééducation, chambre, plateau de rééducation, chambre. Et j'étais là juste pour remarcher. J'étais pas là pour me faire des amis, pas là pour quoi que ce soit, tu vois. J'avais qu'une seule idée dans la tête, c'était de remarcher. J'étais un vrai robot, vraiment. Quel enseignement a pu être tiré de justement cette blessure, et du fait que aujourd'hui tu puisses remarcher et même faire du vélo? Tu me disais un petit peu avant que du coup, effectivement, la moelle épinière n'était pas sectionnée, donc elle était pincée, et donc techniquement, mécaniquement, est-ce que on a une meilleure compréhension de ce qui s'est passé et de l'évolution de la blessure? Après, chaque cas est tellement différent. Il y a la prise en charge qui est hyper importante aussi, tu vois, juste après l'accident. Il y a ton état d'esprit, il y a comment la moelle épinière a été touchée, à quel endroit aussi ça peut y jouer. Je sais qu'apparemment, moi, le milieu, c'était un peu le pire, au milieu du dos. Mais bon, ça, c'est ce qu'on m'a dit. Donc, ça peut apprendre avec à la légère. Mais je sais pas si on peut apprendre de ce que j'ai mis en place. Enfin, oui, on peut apprendre que du coup, le mental, il a une force énorme, et tout ce que j'ai mis en place aussi en parallèle. Il y a aussi l'aspect alimentaire qui est hyper important. Il y a vraiment 3 grands piliers, tu vois. Il y a l'alimentaire, la rééducation physique et le mental. Pour moi, c'est 3 grands piliers hyper importants dans ces moments-là. Je change de sujet, mais mes parents, tu vois, ils ont arrêté le travail pour être à mes côtés. Ils ont loué une maison, et ils me faisaient tous les repas à l'hôpital intégralement, parce qu'on depuis tout petit, en fait, mes parents, ils ont un jardin, et j'ai grandi avec cette vision que la nourriture est hyper importante pour le corps humain, et du coup, on l'a aussi mis en place dans mon accident, tu vois. On voulait vraiment mettre toutes les chances de mon côté et rien laisser au hasard. Du coup, ils me préparaient tous mes repas avec des aliments bio de qualité, sans sucre, sans gluten, pour mettre toutes les chances de mon côté. Tu vois, on s'est battu avec l'équipe médicale qui voulait pas forcément que je mange autre chose que leur repas, parce que c'est normal, si t'as un problème, il faut qu'ils sachent d'où ça peut venir. Du coup, il faut qu'ils aient les mains sur l'ensemble des choses, tu vois. Mais pour nous, c'était impossible que je mange un repas d'hôpital, tu vois. Du coup, ils ont fini par voir on était plus fous qu'eux, et qu'on lâcherait pas. Et puis, et du coup, il y a ces 3 grands piliers qui ont été hyper importants, et le soutien aussi qui m'a porté. Ça, c'était incroyable. Et sans le soutien, je pense que ça aurait été aussi différent, tu vois. T'as reçu du soutien d'où? De qui? C'était un soutien immense. C'était déjà quelques jours après l'accident, quand mes potes du club sont venus me voir à l'hôpital à Grenoble, ils m'ont ramené mon téléphone. J'avais une vague de messages énorme. C'était un truc de ouf. J'ai des milliers de messages que j'ai reçus.
En fait, tout le monde y croyait, tu vois, tout le monde était dans le même état d'esprit que moi et ils me poussaient. J'étais sur un petit nuage, tu vois. Et mes parents, ma famille qui ont été extrêmement là pour moi, j'en suis éternellement reconnaissant. Mes potes aussi à l'hôpital à Rony-Sabran, j'avais tous les jours quelqu'un qui venait me voir, mes potes du vélo, les potes de mon village, des proches, j'avais tout le temps quelqu'un avec moi, tu vois, c'était fou. Je me souviens même que Melvin, tu vois, à l'hôpital, il m'a offert une paire de shoes de vélo, alors que rien ne pouvait croire que j'allais remonter en selle, tu vois. Enfin, par moi j'étais sûr, mais tu vois, et du coup, c'est significatif, du coup, même, tu vois, tout le monde y croyait, en fait. Et je pense que le fait que je sois à fond hyper positif et que j'avais aucun doute, ça portait aussi mon entourage. Comment est-ce que des gens qui nous regardent et qui vivent le handicap peuvent ou s'inspirer de ton histoire, sachant que, comme tu le disais, tout le monde est différent, chaque handicap, chaque blessure est différente. Qu'est-ce que toi tu dirais aux gens qui ont jusqu'ici pas la chance que tu as de pouvoir te mettre debout? Bah déjà que la vie continue et qu'il y a plein de belles choses à faire avec malgré qu'on soit en situation de handicap, et on le voit qu'il y a au JO de Paris, tu vois, récemment, c'est fou, tu vois, ce que font ces personnes, et c'est exemplaire et c'est motivant, tu vois. Du coup, pas aller de l'avant et continuer à croire en soi, ses objectifs, et vivre la vie à fond. Mais par contre, si c'est juste après une blessure, bah, je pense que moi, je dis pas que ce que j'ai mis en place, ça fonctionnera à 100%, mais c'est des clés à prendre en compte qui pourront t'apporter que du positif, tu vois, que de bonnes choses, et qui permettront aussi de rien regretter dans le futur. En fait, dans ces moments-là, t'as que ça à faire à l'hôpital que mettre toutes ces choses en place, tu vois. Donc autant les mettre, et au mieux ça fonctionnera, et au pire bah ça t'aura appris beaucoup de choses, ça t'aura forgé un certain mental, et t'auras rien à regretter. Si on passe sur le côté mental, plus particulièrement, qu'est-ce que les gens qui nous écoutent, eux, peuvent apprendre, retenir ou mettre en place, des gens qui sont pas forcément en situation de handicap? Qu'est-ce que moi, par exemple, je peux mettre en place, tu me conseillerais de mettre en place pour alors j'ai pas de problème en particulier, mais dans quel aspect de ma vie est-ce que tu penses que il faudrait que je fasse appel à une routine de prépa mentale? Alors on appelle ça prépa mentale, mais c'est des exercices mentaux ou des routines. Qu'est-ce que tu me conseillerais moi de faire chaque matin, tous les jours? Je suis pas coach mental, hein. Non, mais c'est oui, toi, oui. de ton expérience aujourd'hui, si avec ta connaissance de la puissance du mental, moi, qu'est-ce que selon toi, il faudrait que je mette en place qui pourrait m'aider, selon toi? J'ai pas de problème, encore une fois. Mais... Bah, le mental, je pense que déjà, il est utilisable pas qu'après un accident, il est utilisable au quotidien, hein, dans le milieu de l'entrepreneuriat, au quotidien, pour mettre en place des projets, tu vois, pour se mettre dans un bon mindset aussi, d'être dans un mood positif, combattant pour aller de l'avant, tu vois. Maintenant, ce qu'on peut mettre en place, je pourrais pas te dire exactement, ça dépend de chaque personne, de ses objectifs, mais je pense c'est d'avoir un état d'esprit global qui est cool, qui soit positif dans un premier temps, tu vois, déjà le fait d'être positif et de profiter de la vie et d'être à fond dans ce que tu vas entreprendre et croire en ses rêves, c'est déjà énorme, tu vois. Tu te mets déjà dans un bon mood. Et après, les routines, tu peux te mettre en place une routine chaque matin de motivation pour bien réussir sa journée, tu vois, par exemple, ou tu vois, dans tes podcasts, pour te mettre dans un mood pour éviter le stress et savoir où tu vas, tu vois, pour être un peu plus léger. Le fait de s'imaginer peut-être comment va se passer l'interview, de s'approprier un peu aussi les échanges avec ton invité, tu vois, de prévoir ce qui va se passer si on veut, et de se dire que ça va bien se passer, qu'il y a pas besoin que le stress qu'il y a pas besoin d'avoir du stress, et que tout va bien se passer, bah tu te relâches, tu vois.
Ok. Bon, je vais réfléchir à ça, effectivement. Et puis je pense aussi c'est bien de relativiser et de se rendre compte en fait de la chance qu'on a d'être en bonne santé, debout et tout simplement que tu vois. C'est déjà énorme d'être heureux de vivre et heureux de ce qu'on a en fait. Donc, si on avance un petit peu, combien de temps, enfin c'est quoi la suite? Donc là, tu sens tes orteils, tu commences à tu commences à avoir des sensations. À partir de ce moment-là, ouais, comme je te disais, j'ai quelque chose qui apparaît chaque jour. Au bout de 3 mois et demi, je fais mes premiers pas entre les barres parallèles. Donc, c'est incroyable, tu retrouves le monde debout, tu vois. C'était juste magique. Et de là, après, ça allait assez vite, hein, au bout de 3 mois et demi, du coup, premier pas entre les barres parallèles. Après, tu commences à marcher avec un déambulateur, avec des béquilles, une seule béquille. Et là, j'étais comme un fou, tu vois, j'étais avec les béquilles, je m'arrêtais pas, je faisais que marcher dans tout le parc. Le soir, je marchais autour du lit. Je me souviens un jour, j'avais des amis qui sont venus me voir au bord de la plage et je me suis mis debout devant eux, tu vois, pour leur montrer que j'arrivais à être debout comme eux, tu vois. Et donc, au bout de 6 mois, je sors de René Sabran, debout, sans béquilles. J'avais des béquilles, mais ils voulaient que je les utilise. Moi, je voulais pas les utiliser. En fait, j'ai toujours refusé quelconque aide. Je voulais être normal. Je me souviens aussi qu'on voulait m'apprendre à manier un fauteuil roulant ou qu'on m'apportait certains objets pour m'aider au quotidien. Et j'ai toujours refusé tout ça, tu vois. J'étais en mode, l'apprentissage du fauteuil roulant ou quoi que ce soit, j'avais pas besoin. Et moi, je suis ici pour marcher, pas pour apprendre à être autonome avec un fauteuil roulant, tu vois. Et je voulais juste être normal et avoir aucune aide parallèle, tu vois. Pas de semelle, pas de rien du tout. Et du coup, je suis sorti au bout de 6 mois debout, sans béquilles. Et je me souviens que mes parents, ils avaient ramené mon vélo. J'avais mon petit vélo rouge à l'époque. Et j'avais encore les béquilles. Je montais sur mon vélo et je pédalais devant la maison. Ma mère a été en sueur. Mais j'étais trop content de pouvoir être sur mon vélo, tu vois. Et suite à ça, j'ai enchaîné avec 6 mois de rééducation au CERS à Saint-Raphaël. Ensuite, j'ai repris les études que j'avais prévues avant mon accident, parce qu'il faut savoir que j'ai eu l'accident à 17 ans. J'ai fêté mes 18 ans à l'hôpital. Du coup, je sortais du bac et j'avais un BTS qui était prévu. Ils ont gardé, c'est un BTS qui te préparait aussi à être guide de montagne et pisteur secouriste. Donc, ils m'ont gardé une place pour quand j'irais mieux. Du coup, un an après, je suis retourné faire mes études. Et là, j'arrivais pas à lire et et études. Les deux me prenaient trop de temps. Et du coup, j'ai fait le choix de me concentrer à 100% dans ma rééduc. Donc, j'ai arrêté le BTS. Je suis rentré chez mes parents. Je me suis fait une petite salle de muscu. Et là, j'ai eu le soutien de Melvin Ponce, qui m'a accompagné pendant 3-4 ans, qui me faisait des plannings d'entraînement et que je voyais une fois par semaine. Il s'est creusé la tête pour travailler des choses hyper précises. Il a lu plein d'études, plein de livres. Et avec Melvin, on a énormément progressé. En 1 mois avec Melvin, j'ai plus progressé qu'en 6 mois au CERS, tu vois. C'était incroyable parce que il a mis en place des choses hyper pointilleux et ce dont j'avais vraiment besoin, tu vois. Alors qu'au CERS, c'est très bien, c'est un très bon centre de rééduc pour un genou, une épaule, tu vois. Mais pour des blessures comme la mienne, neurologiques, où on a besoin d'avoir quelqu'un qui te suit personnellement avec des exercices très précis, c'était pas suffisant, tu vois. De faire des squats, des fentes, c'est pas suffisant. Il faut des choses beaucoup plus précises. Et tu vois, on a découvert que l'excentrique, ça m'aidait beaucoup. Tu vois, on testait, il y a des choses qui marchaient mieux que d'autres. Et avec Melvin, du coup, on a travaillé ensemble pendant bien 3-4 ans. Et là, on a fait des progrès énormes. Et Melvin, ouais, il était incroyable. Il se donnait à 100%, tu vois. C'était fou. Et alors, et avec Melvin, c'est avec lui que j'ai commencé le vélo aussi. Du coup, l'histoire est belle, tu vois. Okay. Lui, il en faisait déjà, mais sur toutes les shuttles à l'époque, avec mon père, et Melvin était présent et j'ai beaucoup progressé grâce à Melvin. Il était trop fort et je le suivais partout, tu vois, et il était là à aller au gang quand j'ai fait mon premier top 20. Il a crié comme un ouf en bas dans la raquette d'arrivée. Il était là aussi à Serre-Chevalier et le fait qu'il me soutienne ensuite après l'accident et qu'il mette autant d'énergie dans ma rééduc, c'était fou, tu vois. Comment tu remontes sur un vélo? Enfin, c'est quoi je suis remonté au bout d'1 an et demi sur mon vélo. D'abord, juste en pédalant parce que c'était un peu tôt avec le dos. Les médecins n'étaient pas chauds pour que je fasse vraiment du vélo parce qu'avec les secousses, c'était pas conseillé. Du coup, au début, j'allais pédaler sur la route et puis petit à petit, tu vois, au fur et à mesure des mois, j'avais le droit d'aller plus sur des sentiers, etc. Du coup, ça s'est vraiment fait de manière logique, sans brûler les étapes. Et en fait, ça s'est fait
sans peur, sans crainte. Et vu que j'ai pas brûlé des étapes, bah, ça s'est fait assez normalement, tu vois. Et la première sortie que j'ai fait en montagne, c'était à Rabion. C'était une belle sortie avec 1500 de positifs à la maison, et je l'ai fait avec Melvin, et c'était fou de retrouver les montagnes et se ressentir libre, tu vois. Libre d'être là-haut, et c'est ce dont je rêvais quand j'étais dans mon lit d'hôpital. Donc voilà, au bout d'un an et demi, je suis rentré, j'étais à la maison et sur mon vélo, quoi. Cette sensation quand t'as fait ta première sortie, ça devait être incroyable. C'était fou. C'était magique, hein. T'es comme un gosse et tu retrouves tes sensations sont décuplées, tu vois. Et puis en plus, ton état d'esprit, il a changé avec tous ces mois de rééducation. Tu changes ton état d'esprit et tu profites beaucoup plus du moment présent, et t'es reconnaissant en fait d'avoir la chance d'être à nouveau sur ton vélo et de pouvoir profiter de ces instants-là. Du coup, tu prends à fond chaque moment qui passe, et c'est un kiff quotidien, tu vois. D'être dans la montagne, de pouvoir être sur le vélo avec ses copains et d'avoir cette vue, et c'était fou, c'était indescriptible. Remonter sur le vélo, c'est une chose, mais refaire du VTT, c'en est une autre. Et je sais pas, comment tu te voyais ensuite dans ton évolution sur ta pratique du vélo? Tu te voyais pouvoir faire quoi? Bah, je voulais refaire comme avant, hein. Je voulais refaire du vélo comme avant, être dans mes montagnes et profiter comme avant. Maintenant, j'avais pas les compétitions, j'avais pas d'objectif, par exemple, de compétition. Ma vision du vélo, elle avait un peu évolué, tu vois, à ce niveau-là. J'ai refait quelques compétitions après l'accident pour retrouver les copains et un peu retrouver, tu vois, le chrono. Je me suis vite rendu compte que c'était plus ce que j'avais vraiment envie et ce qui me faisait vibrer, tu vois. Donc ce qui me faisait vraiment vibrer, en fait, c'était d'être en montagne avec mon vélo et de profiter de cet endroit incroyable, et d'être avec les copains et juste de kiffer le moment présent, tu vois. Et puis le vélo, il t'ouvre à découvrir des espaces incroyables, tu vois. Dans des endroits où tu serais pas allé sans le vélo. Donc ouais, ça a un peu changé ma vision du vélo, et à ce moment-là, depuis tout petit aussi, j'étais passionné par la vidéo. Du coup, je commençais un peu à faire des vidéos de mon côté. Mais les compétitions, c'est pas quelque chose qui m'animait profondément à ce moment-là, tu vois. Et alors, justement, ton évolution par rapport à ta pratique du vélo, l'intérêt pour la vidéo, comment ça s'est manifesté? Comment t'as évolué vers ça? Bah, du coup, depuis tout petit, j'ai toujours fait un peu des vidéos, tu vois, pour retrouver sur Zapix ou sur YouTube, pour les anciens, des petites vidéos que je faisais. Et en fait, Pierre, un ami d'enfance, il a ouvert sa boîte de prod à Saint-Étienne, et il faisait de la vidéo, du coup, lui aussi. On a fait un petit projet ensemble, et ce projet-là m'a permis de partir au Chili avec Kylian Bron, et de vivre en fait une aventure humaine énorme, et de découvrir aussi l'envers du décor d'un projet comme peut faire Kylian, tu vois. Et ça m'a donné envie, en fait, de mettre à mon tour mes images les plus folles en lumière, et c'est ça qui m'a vraiment donné envie, en fait, de me lancer dans la vidéo à fond, quoi. C'est cette aventure au Chili avec Kylian. Et il m'a aussi beaucoup, du coup, appris comment ça fonctionnait, comment faire des belles images, des belles photos, comment aussi gérer avec les partenaires, envoyer des mails, tu vois, comment les écrire. Enfin, il m'a vraiment beaucoup aidé, il m'a ouvert plein de portes, il m'a aussi mis en lumière, il m'a fait rencontrer plein de personnes dans le milieu du vélo. C'est un petit milieu, et dès que tu as des contacts, tout est plus facile, tu vois. Donc voilà, c'est vraiment, je pense, ce voyage au Chili qui a été un peu l'élément déclencheur pour la suite. Parce qu'avant ça, je faisais de la vidéo, mais je m'imaginais pas vivre de ça. Enfin, j'avais toujours ça en tête, tu vois, ce rêve de vivre du vélo. Mais de quelle manière, je savais pas encore trop. Et je pense que ouais, c'est cette aventure au Chili qui m'a fait ouvrir les yeux sur ce que j'avais envie de faire réellement, tu vois, et qui m'a remis en lumière cette passion que j'avais pour l'image, tu vois. On parlait avec Kylian et d'autres du côté inspiration. Ouais. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on est en plein dedans. Qu'est-ce qui t'inspire le plus chez Kylian, justement? Mais Kylian, il est hyper inspirant parce que je pense déjà il est partageur, tu sais, il aime bien aider son entourage, et ça, c'est incroyable. Et il est avant-gardiste aussi dans ce qu'il fait, tous ses projets. C'est le premier, tu vois, avoir fait des tels projets, tout ce qu'il met en place en parallèle. Je pense que c'est vraiment quelqu'un d'avant-gardiste, et il voit un peu en avance ce qu'on peut faire avec le vélo, et les capacités aussi qu'il y a. Le champ des possibles, il est énorme avec le vélo, et
et je pense qu'il y a encore plein de belles choses à faire. Donc Kylian, ouais, il est partageur, il a une vision très à lui de l'image, et ce qu'il fait, c'est incroyable, ça fait rêver, et c'est un exemple hein, pour nous tous, je pense. Et encore plus pour moi qui ai fait ce voyage au Chili et c'était ma référence, tu vois, Kylian. Et pour tout ce qu'il m'a apporté, pour tout ce qu'il m'a aidé, enfin, j'en serais aussi éternellement reconnaissant, tu vois, c'est incroyable. Alors justement, Kylian est une telle inspiration que parfois c'est difficile de faire, de sortir en quelque sorte de sa patte, de ce qu'il fait. Comment est-ce qu'on fait une vidéo de vélo sans faire du Kylian? Je pense que mes premiers projets, c'était un peu du Kylian, tu vois, le projet de Mercantour, c'était un peu du Kylian. Même si je commençais à avoir des choses à apporter des choses un peu différentes, tu vois, j'ai fait un rappel avec le vélo sur le dos, tu vois, c'était un peu des petits trucs qu'on a poussé avec Pierre par la suite. Mais je pense que ça vient naturellement déjà avec ce que tu as envie de raconter. Et avec Pierre, en fait, on bosse vraiment à deux sur les projets de manière générale. On écrit les histoires ensemble, on partage les idées, on est tout le temps en lien pour se partager des nouvelles idées, etc. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. Et j'ai l'impression, on en a parlé récemment, qu'en fait on a une idée de base et on crée le projet autour de cette idée de base, tu vois. Genre par exemple pour le projet Alpayer, l'idée de base c'était l'imaginaire. Donc on a écrit le projet autour de l'imaginaire et on a construit les spots aussi autour de ça. Pour le projet Chronos, c'était le temps, un voyage temporel. Donc on a aussi imaginé le projet et on l'a écrit autour de cette idée principale. Pareil pour le tour où c'est le voyage, tu vois. Donc je pense que c'est un peu ça qui permet d'apporter notre patte, la manière aussi de filmer de Pierre et nos aspirations qui sont au-delà du monde du vélo. Tu vois, Pierre, il regarde beaucoup de vidéos de ski, de skate. Il y a aussi le cinéma quand même qui nous aide à même sans me faire des choses énormes. Et tu vois, genre le milieu du cinéma et de la manière dont on peut filmer tout ça, on s'en inspire. Et on essaie petit à petit d'avoir vraiment notre patte à nous, et Phil, le speaker, me dit qu'il sent maintenant qu'on a notre patte et il voit la différence, tu vois, par rapport à nos premiers projets. Donc ça fait plaisir. C'est vrai que c'est un exercice qui est pas simple, parce que surtout quand tu fais de la vidéo qui met en avant pas seulement un pilote, mais plutôt des paysages, des destinations. Il y a des pilotes très stylés, des Edgar Briol, Thomas Lemoine qui ont sorti des edits récemment absolument incroyables. Donc c'est plus du niveau, du skills, des tricks, des images fabuleuses. Et donc toi et Kylian, effectivement, vous avez quand même ça en commun, qui est de mettre en avant plutôt des paysages. Déjà, je me sens pas, enfin, je suis pas légitime dans le fait de faire des skills énormes comme les Edgar ou quoi, tu vois, j'ai pas ce niveau-là, et moi je suis ok avec ça, tu vois. Mais ouais, on essaie de partager des beaux messages avant tout, aussi des belles histoires, des messages qui sont forts et qui nous tiennent à cœur, d'amener le vélo dans des directions auxquelles on s'y attend pas forcément, avec des scènes un peu originales, scénarisées ou pas, tu vois, des séquences auxquelles on s'y attend pas, et faire rêver les gens et leur donner envie de prendre le vélo et sortir en montagne, tu vois. Je pense que c'est aussi ça le principal. Il y a aussi, j'ai le sentiment, le fait que tu sors d'une blessure qui aurait pu te laisser à terre, mais tu peux refaire du vélo aujourd'hui. Effectivement, je pense qu'on peut comprendre que t'as pas forcément envie de faire des exploits ou même de retomber. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe si tu tombes? Maintenant, je roule avec prudence quand même, tu vois, je connais mes limites et je dépasse pas. Je roule jamais au-dessus de 70%, je pense, tu vois. Quand on shoot, faut faire des beaux passages, faut en mettre un peu, tu vois, mais du coup, je repère bien le terrain, je sais exactement où est-ce que je vais poser mes roues, et j'essaie d'éviter la blessure au mieux. Autant pour moi que pour l'aspect pro, tu vois, je peux pas non plus me blesser parce que derrière, tu peux pas faire de projet et t'as les partenaires, du coup, tu peux pas leur créer le contenu qu'il faut, donc il faut faire attention à ce niveau-là. Mais au niveau de la chute, je me suis mis des gros crashs où j'ai eu un peu des frayeurs, 2-3 peut-être, mais quand même j'essaie d'éviter, tu vois, parce que je veux pas retomber là-dedans, et voilà. Mais après, ça fait aussi partie du jeu, hein. Il y a 1 an et demi, je me suis fracturé le col du fémur, et ça fait partie du jeu, on l'accepte, on fait un sport à risque, on sait ce qu'on peut avoir et on l'accepte, de toute manière, on se relèvera dans tous les cas, c'est sûr. Et tu vois, la fracture du fémur, je me suis pas blessé
suite à mon premier accident, à part le fémur, et j'ai eu un petit stress en mode est-ce que mon corps est capable de récupérer autant qu'avant, tu vois. J'avais ça en tête. Et du coup, je me suis remis en place cette routine mentale où je me visualisais mon corps qui avait l'énergie dans mon fémur pour que l'os se régénère plus rapidement, etc. Et c'était le col du fémur, du coup, il fallait pas aussi que la tête fémorale se nécrose. Et les docteurs m'ont un peu mis la pression avec ça. Du coup, je m'imaginais les vaisseaux sanguins qui se reconstituaient pour que toute l'alimentation se fasse comme il faut, tu vois. Et là, encore une fois, tu vois, je suis remonté sur le vélo beaucoup plus rapidement que prévu. Les médecins, ils me prenaient pour un fou. J'étais au bout de quelques semaines sur mon vélo de route et sur mon VTT. Et donc j'ai pris conscience en fait déjà une fois de plus que le mental il a une force énorme, qui ça permet aussi de garder un bon mood et de garder en tête en fait où tu veux aller et pas l'instant présent qui est la blessure. C'est en fait ces moments de blessure, tu construis quelque chose, tu t'apprends sur toi-même, tu te crées une force et t'apprends sur le corps humain, tu vois. Et c'est utile, je pense aussi les blessures dans la vie. Genre ça t'apporte beaucoup de choses et ça te fait encore plus apprécier le moment sur vélo après. Et je sais plus où je voulais en venir, mais non, mais on sent vraiment que t'apprécies justement faire du vélo aujourd'hui. Ah, ça c'est ma vie, c'est ma vie et je peux pas vivre sans, tu vois. C'est le vélo qui m'a fait grandir, c'est le vélo qui m'a sauvé suite à mon accident, je pense. C'était ça, les passions, ça permet aussi de sauver, tu vois, d'avoir une vraie passion super forte. Ça te crée un état d'esprit hyper fort et tu veux pas passer à côté et tu veux absolument remonter en selle pour nous, mais tu vois, retrouver ton sport en fait qui te tient à cœur, c'est toute ta vie, c'est ça qui t'anime, c'est ça qui te rend heureux, c'est ça qui. Et si on t'enlève cette passion, t'es pas plus personne, mais tu vois, t'as un vrai manque, tu vois. Donc non, la passion, je pense, c'est hyper important. Si on parle un peu des films. Donc on a vu Beyond Prognosis qui était donc voilà, dont on va mettre le lien dans la description et tout ça, qu'on vous invite à aller voir. Ouais, c'est un film documentaire que j'ai voulu réaliser parce que j'aurais aimé avoir ce film en fait quand j'ai eu l'accident, avoir un exemple concret de récupération. Je pense que c'est hyper important, tu vois. Et comme ça, les gens qui vivent ce que j'ai pu vivre, ils peuvent s'y accrocher et se dire ok, il a fait, alors pourquoi pas moi, tu vois. Tout est possible et je vais aussi mettre en place tout ce qu'il faut et ça peut marcher, tu vois. Du coup, j'ai vraiment voulu créer ce film pour ça, pour partager un message d'espoir, sans dire que ce que j'ai mis en place, ça sera l'élément qui te fera récupérer à 100%, mais c'est juste des clés à prendre en compte et qui t'aideront dans tous les cas. Et c'est des images et une histoire que j'aurais aimé avoir quand j'ai eu l'accident, tu vois. Comment est-ce que tu diffuses ce message ? Au sein du film, tu veux dire, ou de manière générale ? Non, plutôt à l'extérieur. C'est-à-dire potentiellement aux personnes qui pourraient être impactées. Est-ce que c'est quelque chose, par exemple, que tu donnes accès au film dans des hôpitaux, dans des services ? Est-ce que tu fais des projections ? Est-ce que ce film, du coup, il est en tournée un peu dans toute la France, dans des festivals où on rencontre plein de personnes et on sent vraiment qu'il y a un engouement énorme autour du film et je m'attendais vraiment pas que ça aide les personnes qui vivent un accident, mais pas que, ça aide aussi les gens au quotidien dans leur vie, ça les fait réfléchir et on a des retours juste incroyables, c'est fou, franchement je m'attendais vraiment pas, et par une cible et un public qui va au-delà du monde du vélo, tu vois, des gens qui ont rien à voir avec le vélo sont quand même touchés et impactés par le film parce que ça les fait réfléchir sur leur vie et c'est juste incroyable, c'est trop beau. Et aussi je reçois beaucoup de messages sur les réseaux de personnes qui vivent des moments difficiles et du coup ce film ça peut aussi leur donner un message d'espoir comme quoi tout est possible. Et moi je leur partage tu vois, j'ai échangé avec pas mal de personnes qui ont eu, par exemple Léo Lassudry qui a eu un accident motocross récemment. Il y a un petit jeune aussi qui est tombé et qui s'est fracturé des vertèbres et qui est paralysé. Du coup je leur partage ce que j'ai pu mettre en place et ils le mettent en place et ça les aide, tu vois. En tout cas c'est ce que j'ai, de par ce qu'ils me disent, c'est ce que j'ai l'impression et ça fait trop plaisir. Et du coup, ce film sera diffusé donc en festival, ensuite sur des plateformes, sur Internet. Et j'aimerais aussi le diffuser dans des centres de rééduc et dans des hôpitaux pour partager ce message et aussi partager surtout le pouvoir de la force du mental, tu vois. Que le mental, il a une force incroyable et qu'il faut pas passer à côté. Ça, c'est indéniable. Justement, tu parlais tout à l'heure que t'es pas coach mental, mais est-ce que tu pourrais pas finalement non, mais partager ça, des techniques, etc.
peut-être, mais déjà je partage un peu ce que j'ai pu mettre en place et c'est déjà cool. Je sais pas si j'ai envie d'être coach mental, tu vois, mais partager déjà mon vécu, c'est trop bien de pouvoir aider ceux qui en ont le besoin, c'est incroyable. Mais c'est sûr que oui, avec ce que j'ai pu mettre en place, on a découvert des choses. D'ailleurs, j'y pense, mais on a rencontré des scientifiques pour le documentaire qui ont fait des études sur mon cerveau et qui se sont rendus compte en fait que j'avais mis en place 2 sortes de process différents qui avaient permis d'activer beaucoup plus de cellules dans mon cerveau. Donc c'était hyper intéressant et tu vois ça je le savais pas. Moi j'ai mis en place ce process à l'aide de Guillaume et Fabien de manière logique, mais en fait eux se sont rendus compte que on a en fait la visu de mouvement. Donc pour réapprendre un mouvement, ça on sait que ça fonctionne et il y a des cas concrets qui le prouvent. Mais ensuite, j'ai mis aussi en place une visu de guérison qui consiste en fait à visualiser son corps qui récupère. Et ça, ils avaient aucune idée si ça avait un réel impact positif sur le corps ou pas. Et ils se sont rendus compte en fait le fait d'imaginer ces 2 process, et ben ça décuplait les effets à la fin, tu vois. Et ils se sont rendus compte qu'en fait il y avait beaucoup plus de cellules qui s'activaient dans mon cerveau. Et donc les effets à la fin sont beaucoup plus importants, tu vois. Et en fait c'est logique parce que quand tu bouges ta jambe, ben l'énergie, l'information part de ton cerveau, elle passe dans ton corps, elle contracte le muscle et la finalité de l'info c'est le mouvement de ta jambe. Et si tu imagines que ce mouvement, tu loupes une partie du process. Du coup c'est logique en fait de s'imaginer d'abord ton cerveau qui envoie l'énergie, puis le mouvement de la jambe. Ce qui est marrant, c'est qu'effectivement toi t'as tellement intégré ça, enfin ça fait tellement partie de toi que finalement c'est presque plus conscient. Et évidemment la difficulté du cerveau, du système nerveux, c'est que en fait tu peux pas véritablement l'expliciter. On a peu de connaissances sur le cerveau, hein. On est encore loin, je pense, de savoir des choses sur le cerveau. Il y en a encore beaucoup de choses à apprendre. Mais là, on le voit aujourd'hui, je trouve que le mental, c'est une vraie capacité. On le voit avec tous les sportifs de haut niveau, des Loïc qui en parlent ouvertement, qui disent que ça leur a changé leur carrière quand même, tu vois. Et tous les sportifs, en fait, une majorité ont maintenant un coach mental. Et ça permet ils sont tous au même niveau physique, si on veut. Mais ça permet de grappiller la petite chose qui va te manquer pour gagner, tu vois. Et je pense qu'on est sur le bon chemin à ce niveau-là. Et aux US, je crois que dans les hôpitaux, ils mettent aussi en place ils ont vraiment un aspect mental qui travaille avec les patients. Ce qu'on n'a pas encore en France, malheureusement. Parce qu'en France, on est plus dans des cases toutes faites où on te dit t'as telle blessure, du coup, la finalité sera ça. Et on manque encore, je pense, un peu d'ouverture d'esprit à ce niveau-là, tu vois. Et ce qui est compliqué aussi, c'est de passer au-delà de ce que peuvent te dire les médecins. Les médecins se protègent, c'est normal qu'ils te disent pas, ok, tu vas remarcher. Ils se protègent parce que si tu remarches pas et que tu te retournes contre eux, ils sont un peu dans la merde, entre guillemets. Mais tu vois, de passer au-delà des dires des médecins, c'est ça qui est complexe. Et en fait, faut croire en soi avant tout, quoi. Et j'espère que ce film donnera envie à d'autres personnes de parler du mental et ouvrira des portes, tu vois. Ouais. Sur un côté un peu plus léger, World Tour, est-ce que tu peux qu'est-ce qu'on peut dire sur World Tour? Pas grand-chose. Moi, j'ai pas envie de... World Tour, c'est un tout nouveau projet là, qu'on a shooté. Ça fait quelques années qu'on travaille dessus. Donc c'est un short film de 15 minutes et c'est un tour du monde à notre façon. Il sera diffusé ce soir au Grand Rex. Ça va être magnifique pour le festival Tous en Selle. Il a déjà été diffusé dans certains festivals. Et il sera disponible publiquement sur YouTube au printemps prochain. C'est une ode au voyage et c'est un peu un rêve qu'on a réalisé, mais à notre façon. Ok. J'en profite également pour effectivement, si vous avez pas encore vu, bon, on est au Grand Rex, hein. On est sur la scène du Grand Rex. Bon, c'est pas rien. On est quand même un peu content. Et ça, on le doit à l'équipe de Tous en Selle. Effectivement, qui nous permet d'être ici. Alors, on n'a pas de public avec nous, mais on a la salle, on est sur la scène et c'est quand même un grand kiff que je partage donc avec Florent qui est là et puis Antoine aussi qui est un auditeur qui a répondu à un appel sur Insta et qui a dit moi je suis là, je peux venir filer un coup de main. Donc j'en profite pour remercier donc Florent, Antoine et puis l'équipe de Tous en Selle
de nous donner accès à ce lieu absolument incroyable et mythique pour enregistrer cet épisode. Donc on va voir World Tour tout à l'heure. On va évidemment découvrir de quoi il s'agit. Est-ce que finalement c'était pas ça ta vision d'une carrière dans le vélo? Enfin, alors c'est un peu différent peut-être de ce que tu imaginais, mais finalement c'est pas plus mal. Finalement, c'est pas plus mal, hein. Franchement, c'est même génial, hein. Déjà, de vivre de sa passion, c'est un rêve qui se réalise et c'est un rêve de gosse. Et j'en suis le plus heureux du monde. Et puis de pouvoir découvrir des endroits incroyables, de mettre en image ses idées les plus folles avec des équipes qui sont trop cool. Tu vois, je bosse avec des potes avant tout et trop cool de partager ces moments inoubliables avec eux et on vit des expériences uniques. Donc non, franchement, j'adore. Et puis en plus, ça ouvre à faire des trop belles rencontres. Tu vois, ce soir, comme toi, comment on s'est rencontrés, comme ce soir, le monde qu'on va rencontrer et on partage des messages qui font plaisir, on donne des sourires aux gens et c'est juste trop bien, tu vois. Donc en vrai, c'est trop cool et de toute façon, dans la vie, rien n'arrive par hasard. Et cet accident, je pense, n'est pas arrivé par hasard non plus, tu vois. Il faut toujours en tirer du positif et merci, quoi. Merci la vie. Et merci aux rencontres que j'ai pu faire et j'espère que c'est que le début. Ouais. Est-ce que ça t'a appris des choses d'un point de vue, je sais pas, philosophique, évidemment, approche de vie, on a compris, mais est-ce que tu t'intéresses à d'autres choses qui sont peut-être un tout petit peu moins concrets, intelligibles, compréhensibles pour le commun des mortels? Est-ce que les énergies, choses comme ça? Ben, de base, je suis pas trop là-dedans, tu vois. Je suis assez terre à terre et l'astrologie, ben, un petit peu, tu vois, j'aime bien, c'est marrant, mais non, je suis assez terre à terre quand même comme personne, tu vois. Ouais, j'ai pas trop de. Ok. Pourtant, c'est vrai que quand même le mental, pour beaucoup, c'est, la visualisation, l'écriture. Bah pour moi, c'est pas quelque chose de entre guillemets perché, tu vois. C'est quand même ce qui se passe là-dedans, tu vois. Ouais. Donc c'est concret. Le cerveau, c'est concret et c'est le cerveau qui décide de ce qui se passe à l'intérieur, tu vois. Donc pour moi, tu vois, c'est quelque chose de vraiment terre à terre et c'est pas être perché que de croire que le mental est utile et qu'il peut faire de grandes choses. Ok. Sur le côté carrière, aujourd'hui, tu vis de ta passion? C'est ton métier à 100%? Ouais. Ouais. Carrément, ouais. Qu'est-ce qui te permet de vivre de ta passion? C'est les films, c'est d'autres choses, d'autres activités? Tu peux nous parler un petit peu de ce que c'est la carrière de Yanis Pelé? Il y a plusieurs choses. Bah, d'abord les projets vidéo, les longs formats, les short films, qui sont les principales points de la saison, tu vois. Et ensuite, bah, en fait, la base déjà, c'est d'être soutenu par des partenaires. J'ai des partenaires qui me font confiance, avec qui j'ai établi des relations humaines très fortes. Je pense que c'est aussi la base, tu vois, d'avoir des partenaires en qui tu crois, que des marques qui te plaisent avant tout, et en qui tu as un bon relationnel, et à qui tu passes des bons moments, c'est trop bien. Et avec ces partenaires, en fait, ben, je leur crée de l'image, donc du contenu sur les réseaux, du contenu qu'ils peuvent utiliser de leur côté. Je me déplace avec eux sur certains événements. Je m'implique aussi dans le développement de produits. Et je crée aussi ces projets vidéo, tu vois, qui leur apportent de l'image et une vitrine sur différentes plateformes. Ok. Et en parallèle, du coup, on en parlera après, mais j'ai ma casquette d'organisateur d'événements. Et ben justement, parlons-en. Est-ce que tu peux nous parler de cette casquette et de l'événement que tu organises? Du coup, c'est le stand-up enduro VTT. C'est un événement caritatif où on reverse ensemble des fonds récoltés à la recherche en moelle-épinière. Donc c'est un événement qui a lieu à Oron, dans les Alpes-Maritimes, chaque automne. Et l'idée, c'était vraiment de rassembler la grande famille du vélo pour une seule et même cause. Et cette cause qui me tient vraiment à cœur, c'est la recherche en moelle-épinière. Et donc c'est un événement convivial où on se retrouve en fin de saison pour fêter cette fin de saison tous ensemble
entre potes. Et l'idée, c'est vraiment que c'est un événement sur 2 jours, où le premier jour, il est destiné à la reconnaissance du tracé, avec une mass start et une soirée conviviale avec food truck, concert, apéro, etc., où c'est juste des bons moments tous ensemble. Et le lendemain, du coup, il y a la course. Donc, c'est un événement que j'aimerais faire grandir encore dans le futur. J'aimerais bien ajouter un peu du trail aussi à l'événement. J'ai quelques idées, une course de DH. Je vais essayer de m'entourer pour tout ça. Mais c'est un bel événement et on a reversé, tu vois, en 3 ans, 20 000 euros à l'association Neurogel en Marche qui œuvre dans la recherche en moelle-épinière, qui ont des résultats incroyables et qui ont besoin de notre soutien pour continuer leur chemin et intégrer leur découverte dans les centres dans les centres de rééducation, dans les hôpitaux et continuer aussi leurs recherches qui sont incroyables. Ils ont réussi à faire remarcher des personnes qui sont paralysées quand même. Donc c'est assez fou. Alors, il soutient que vous, auditeurs d'En Libre, vous pourrez apporter, puisqu'on va mettre le lien dans la description de l'épisode. Et donc, vous pourrez soutenir l'asso aussi à votre niveau. Donc, on vous invite à le faire. Justement, alors, j'avais la question de l'impact de ce que peut avoir un événement comme le stand-up enduro. Tu me dis que 20 000 euros, tu me dis que l'association, en tout cas le centre de recherche, arrive à faire remarcher des gens. Enfin, on a l'impression que c'est une goutte d'eau dans un océan. Concrètement, comment les personnes qui donnent peuvent avoir l'impression que leur don ait un impact. Comment on se rend compte de ça? Ben, je pense que chaque goutte d'eau, ça peut remplir ça a son importance, tu vois, c'est tous ensemble qu'on peut faire des grandes choses. Donc chaque petit soutien est hyper important et ils ont besoin de nous tous pour grandir et aller et réussir leur objectif. Et il y a des vidéos sur internet qui montrent en fait les résultats de leurs recherches qui sont concrètes. Ils ont fait, tu vois, des essais cliniques en Chine il y a quelques années où ils ont fait remarcher des personnes en situation de handicap. Je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, ils injectent de la graisse activée au niveau de la moelle épinière qui permet de réactiver des cellules. Là, ils travaillent sur une autre forme de recherche avec de l'intraveineux, je crois, qui serait plus rapide à mettre en place. Mais ils ont vraiment des résultats concrets, tu vois. Et ils sont accessibles aussi, tu vois, sur les réseaux, ils communiquent sur ce qu'ils font, sur Internet, ils partagent toutes les avancées qu'ils font et si on veut en savoir plus sur leur sujet, tu vois, tout est en ligne sur leur site. Ouais. Et ils partagent ouvertement tout ce qu'ils mettent en place. Okay. Et là, ça montre que c'est réel et que c'est pas du bullshit, tu vois. Okay. Et qu'on peut leur faire confiance. On leur fait confiance et on mettra tous les liens dans la description de l'épisode, évidemment. Fort de toute cette expérience aujourd'hui, qu'est-ce que tu te vois accomplir? Grandir cet événement déjà pour pouvoir encore soutenir cette cause et apporter encore plus de possibilités dans leur recherche. J'ai plein de projets en tête, j'ai encore plein d'aventures à vivre, j'ai envie de partager encore plein de beaux messages, plein de belles histoires, partager ce documentaire aussi au plus grand nombre qui, je pense, c'est sûr qu'il sera utile. La boîte de prod Almo, enfin, travaillé énorme sur ce projet-là et et c'est juste incroyable et je les remercie, tu vois. Ils ont cru au projet et c'est fou, donc ouais, continuer à faire tous ces projets, à rencontrer des belles personnes, à partager des beaux messages, à kiffer aussi, découvrir des beaux endroits et être heureux. Et partager tout ça avec des personnes qui me sont chères. Et puis j'aimerais aussi partager dans le futur mon expérience peut-être et tu vois, partager peut-être des moments sur le vélo avec d'autres passionnés. On verra bien. Mais je me projette pas sur le trop long terme, je vis assez au jour le jour et on verra ce que nous réserve l'avenir, quoi. Déjà dans le premier temps, réaliser tous les projets que j'ai en tête, faire grandir le stand-up, partager les projets qui sont en cours et on verra ce que nous réserve l'avenir, mais je pense qu'il sera beau, j'en doute pas. Tu m'as un peu coupé l'herbe sous le pied sur qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite. Mais bon,
Donc, je pense que celle-là, on l'a. À moins que t'aies envie de rajouter un truc, mais Non, non, c'est bon. être heureux en bonne santé et continuer à fond, quoi. Si tu devais écouter quelqu'un dans un prochain épisode d'En roue libre, La fameuse question. la fameuse question. T'as déjà rencontré beaucoup de monde, hein, c'est pas simple. Ouais, t'inquiète, il en reste. C'est vrai. Ouais. J'aimerais bien entendre un peu de la jeunesse, des nouvelles générations, voir un peu leur. Je sais que ça a beaucoup changé leur comment ils fonctionnent et les mecs roulent trop fort, ils sont trop forts sur un vélo à tous les niveaux, tu vois, c'est assez beau, c'est assez fou. Je vois les deux frères à Laurent, c'est incroyable ce qu'ils réalisent, tu vois. Ce serait cool de les entendre, je pense, voir un peu leur vision des choses. Et ouais, j'aimerais bien entendre un peu la nouvelle génération et un JP aussi. Je sais pas si c'était prévu, mais un JP, ça me plairait bien parce qu'il a vécu des sacrés moments dans sa carrière, des sacrées blessures. C'est le père de Lolo, c'est pas rien non plus. Donc on parle de Jean-Pierre Bruni. Ouais. Et JP, le chef, on l'appelle comme ça au club. Et je serais curieux de l'écouter. Ouais. Ok. Même à Melvin, tu vois, parce qu'il a été sportif à haut niveau. Il a roulé en Coupe du Monde. Maintenant, il entraîne plein de jeunes qui roulent super vite. Donc, je pense que ce serait intéressant aussi de l'entendre. Ok. Un mot pour la fin? Profiter à fond de chaque moment et passer du bon temps sur le vélo entre potes. Merci. Mon mot pour la fin, c'est également c'est merci. C'est merci pour cette inspiration parce que moi j'ai été blessé un peu, des petits trucs quoi. J'ai jamais été dans ta situation et j'espère. J'ai pas de bois autour de moi, mais le front ça marche. Ouais, le front ça marche. La peau de singe comme on dit. Aujourd'hui, je sais qu'avec cet échange et cette expérience, je suis plus fort de quelque chose qui est l'espoir et la détermination qu'on peut y arriver. Jusqu'ici, c'est vrai que je me suis toujours dit que si je me retrouvais en fauteuil roulant, je sais que la vie serait cool quand même. J'ai vu des choses extraordinaires, j'ai vu des gens profiter de leur vie bien mieux que beaucoup d'entre nous parce qu'ils étaient en fauteuil et puis qu'ils ont appris cette leçon et aujourd'hui cette leçon tu me l'as donnée, tu nous l'as donnée et je me sens beaucoup plus riche aujourd'hui grâce à cette leçon et à cet échange. Donc un grand merci pour ça et j'ai aussi le sentiment qu'il n'y a pas besoin de se retrouver en fauteuil roulant ou en situation de handicap pour utiliser toutes les ressources effectivement qu'on a. Ça peut être des situations de stress, ça peut être des situations d'anxiété ou juste croire en soi, qui est quelque chose où personnellement j'y ai pas toujours cru. Et aujourd'hui, avec En roue libre, avec ce qu'on fait ici, dans une salle comme celle-ci, ça montre qu'il y a des trucs auxquels on peut croire, mais effectivement, c'est aujourd'hui cette expérience que tu nous partages, qui est qu'avec peu de choses, avec globalement ce qu'on a entre les deux oreilles, tous autant qu'on est, en fait, on peut faire des choses incroyables. Et ça, c'est une leçon que je suis heureux à mon niveau avec En roue libre, avec tout ce qu'on fait ici, de pouvoir la partager au plus grand nombre. Et j'espère qu'il y a du monde qui aura écouté et vu ce partage. Donc voilà, un grand merci. Un grand merci à toi et merci aux auditeurs qui nous écoutent. Ça fait toujours plaisir. Et merci de nous accueillir au Rex. Ouais. C'est assez incroyable. Et voilà, je le dis. Merci à tous qui nous avez écoutés ou regardés. Et encore un grand merci à l'équipe de Tous en Selle qui nous a permis de venir ici, parce que voilà, c'est quand même un grand kiff. Hein, ça a chargé d'histoire et ça a du sens avec tout ce qu'on crée. Voilà.
À la date à laquelle sortira cet épisode, le festival Tous en Selle sera clos, évidemment. Donc nous sommes le 22 novembre 2024. Sous la neige en région parisienne, voilà. Mais pour l'année prochaine, bookez ça dans vos agendas. Le festival Tous en Selle, et également il y aura une tournée dans toute la France. Et on vous mettra également toutes les infos dans la description de l'épisode. Merci Yanis, à très bientôt. Merci Antoine, c'était un plaisir. Et un plaisir partagé. Et puis vous qui nous écoutez ou nous regardez, on vous dit à très bientôt également. Et d'ici là, kiffez très fort. Salut. Ciao, ciao. Merci d'avoir regardé ou écouté cet épisode d'En roue libre. J'espère qu'il a répondu à vos attentes et qu'il vous a donné envie de passer plus de temps sur votre vélo. Si c'est le cas, je vous invite à rejoindre la communauté En roue libre en vous abonnant à la chaîne YouTube et au compte Instagram. Pensez également à soutenir le travail d'En roue libre sur la plateforme Tipeee et en partageant cet épisode autour de vous. Abonnez-vous également à la newsletter En roue libre pour ne rien rater de l'actu d'En roue libre. J'y poste également des offres d'emploi pour vous permettre de vivre de votre passion du vélo. Et enfin, pour donner un coup de boost à vos projets dans le vélo et augmenter vos chances de succès, faites appel à Line en réservant un appel avec moi directement sur agenceline.fr. Vous venez d'écouter En roue libre, l'émission qui nourrit votre passion du vélo, et si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous remettre à pédaler.